Dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 règles essentielles à connaître lorsque vous vous lancez dans un projet de rénovation de votre habitat. L'objectif pour vous, c'est d'avoir à l'issue de cette vidéo les étapes claires et précises que vous devez suivre pour mener ce projet avec confiance et succès. Avant de vous les présenter, je vous ai préparé un document de synthèse qui récapitule ces 10 règles que vous pouvez télécharger et garder auprès de vous pendant votre projet. Pour cela, cliquez sur le premier lien dans la description, entrez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Alors la première règle, c'est définir ses besoins. Alors ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est bien souvent une étape qui est bâclée, qui est sous-estimée, alors qu'elle est essentielle pour partir dans la bonne direction. Car un projet de travaux, c'est comme une navigation en haute mer. Si vous ne définissez pas un cap au démarrage, vous allez vous balader au gré du vent, des aléas, de la météo, etc. Et vous n'atteindrez jamais la destination souhaitée. Alors pour définir ces besoins, moi j'aime bien me poser la question: quel serait mon habitat idéal si tout était possible? Donc je liste comme ça toutes les idées qui me viennent par la tête, sans filtre, pour avoir l'ensemble des éléments qui me donnent envie sur ce projet. Et après, j'isole, une fois que cette liste est faite, j'isole les 3 principales idées que je garde précieusement, qui seront les fils conducteurs, la ligne directrice pour la suite du projet. Je pourrais m'y référer, notamment quand j'aurais besoin de faire des choix, de faire des compromis sur différentes possibilités. Je me demanderais si le choix A ou le choix B est celui qui me porte le plus vers l'un des 3 principaux points, l'une des 3 principales idées que j'avais définies en amont au moment de la définition des besoins de mon projet. La deuxième règle, c'est de connaître et identifier ses ressources. Un projet de rénovation mobilise beaucoup de ressources, que ce soit des ressources financières, bien sûr, des ressources en temps, des ressources matérielles. Et donc c'est très important de connaître les ressources dont vous disposez avant de démarrer, parce que bien souvent, même si on a une vague idée, pendant le projet, on se rend compte que ça va mobiliser plus de ressources que prévu, et donc c'est essentiel de pouvoir identifier ça le plus tôt possible pour mettre en place les actions correspondantes. Et c'est valable pour tous les projets. Quand vous préparez l'anniversaire de votre enfant, vous listez en amont les cadeaux qu'il souhaite avoir, vous listez le gâteau qu'il souhaite manger avec ses amis et du coup les ingrédients qui sont nécessaires pour le faire. Vous prévoyez d'inviter les copains et les copines en amont pour être sûr que tout le monde soit disponible. Bref, vous listez en amont de ce projet, de cet anniversaire, les ressources dont vous avez besoin pour le mener à terme. Donc dans un projet de rénovation, les ressources, c'est d'abord un budget. Quel est le montant que vous souhaitez allouer à votre projet? Quel sera le mode de financement? C'est aussi du temps. Quel temps vous souhaitez consacrer au projet? Est-ce que ce sera 1 heure par jour? Est-ce que ce sera le week-end? Est-ce que ce sera pendant les vacances scolaires? Et aussi identifier les personnes qui pourront vous aider pendant le projet, aux différentes étapes du projet. Donc bien sûr les entreprises, mais aussi peut-être les associations locales d'aide à la rénovation de l'habitat, vos organismes de financement, les assureurs, les huissiers, etc. La troisième règle à appliquer lorsqu'on se lance dans un projet de rénovation, c'est de réaliser le diagnostic de l'existant. Là, c'est une des règles fondamentales. Quand on se lance dans un projet de rénovation, on ne part pas d'une feuille blanche, on part d'un existant, avec ses qualités, ses défauts, et l'objectif de la rénovation, c'est de sublimer les qualités actuelles et de les conserver, et de corriger les défauts existants pour améliorer le confort, la performance énergétique de l'habitat par exemple. Ce diagnostic, il a aussi un intérêt, c'est qu'il va permettre pour vous de hiérarchiser les priorités de travaux. Lors d'un projet de rénovation, il y a des choix à faire, il y a souvent des compromis à faire entre différentes solutions, pour des questions budgétaires, pour des questions de temps. Et pour hiérarchiser et vous aider à faire ces choix, il faut prioriser les travaux nécessaires en fonction de différents critères. Est-ce que c'est urgent par rapport à la solidité du bâti? Est-ce que c'est urgent par rapport au confort? Est-ce que c'est plutôt une rénovation, enfin des travaux qui ont lieu, qui portent plutôt sur l'esthétisme, et dans ces cas-là, ça peut être éventuellement reporté ou fait dans un second temps? Voilà, l'idée c'est de pouvoir
classer, catégoriser par travaux à réaliser, par action à réaliser, leur degré d'urgence par rapport à vos besoins. Donc vous pouvez aussi croiser avec les besoins initiaux que vous avez établis dans la règle numéro 1 pour voir quelles sont les priorités de travaux pour votre projet. Ce diagnostic, c'est la même chose quand vous allez chez le médecin ou chez le garagiste. Et d'ailleurs, j'aime bien comparer l'habitat à un corps humain. L'habitat, il interagit aussi avec son environnement extérieur, donc la météo notamment, et la qualité de son enveloppe, donc les façades, les murs, détermine finalement sa durabilité, sa pérennité dans le temps. Et quand il y a un souci sur l'habitat, c'est comme pour le corps humain. Si vous avez le nez qui coule, vous allez voir votre médecin et il vous ausculte pour savoir si c'est plutôt à cause d'une allergie ou à cause d'un rhume, par exemple. Pour l'habitat, c'est la même chose. S'il y a trop d'humidité dans l'habitat, ça peut être à cause d'une infiltration, ça peut être à cause de remontées capillaires par le sol, ou ça peut être par rapport à un déficit de ventilation et à des excès d'humidité qui s'accumulent dans la maison et qu'il faut évacuer. Et donc en fonction de ce diagnostic, vous n'allez pas appliquer le même remède et les mêmes travaux. Donc c'est très important de le réaliser en amont de vous lancer dans la conception du projet et même la consultation des entreprises. La règle numéro 4, c'est préparer son projet. Là aussi, c'est une règle qui paraît évidente, mais elle est souvent sous-estimée et souvent bâclée dans un projet de rénovation, parce que c'est pas forcément le plus amusant de préparer en amont son projet. On a envie que ça avance, on a envie de se mettre dedans et que les travaux démarrent le plus vite possible. Et pourtant, préparer son projet, ça peut paradoxalement vous faire gagner beaucoup de temps par la suite, parce que vous aurez mis en place les différentes étapes, vous aurez contacté les intervenants nécessaires au bon moment, et il n'y aura pas de perte de temps au fur et à mesure quand vous vous rendrez compte des choses qui arrivent et des aléas qui peuvent se passer sur le chantier. Bien préparer son projet, c'est aussi, pendant la réalisation du projet, c'est de bien passer les commandes en amont pour des différents matériaux, pour que ces matériaux arrivent sur le site au bon moment et qu'il n'y ait pas de l'attente parce que finalement vous avez commandé les matériaux ou l'entreprise a commandé les matériaux une semaine avant de poser les fenêtres alors qu'il faut 8 à 12 semaines pour les fabriquer. C'est comme en cuisine, quand vous devez réaliser une recette, vous vous assurez d'avoir tous les ingrédients et tous les ustensiles à disposition et une fois que tout ça c'est prêt, là, vous commencez à mélanger les ingrédients, à préparer la recette et tout est fluide. Si vous commencez la recette et vous vous rendez compte qu'il vous manque des œufs ou du sucre en cours de route, ça peut tout gâcher et vous avez tout à recommencer finalement. La règle numéro 5, c'est d'adopter une méthode globale et multicritère pour votre projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un projet de rénovation, on se dit par exemple je veux refaire ma salle de bain, et donc vous êtes concentré sur cette salle de bain, mais potentiellement ça peut être l'occasion aussi de reprendre d'autres éléments dans la maison pour améliorer le confort par exemple, pour refaire de la plomberie, pour refaire de l'électricité, pour changer des portes ou des revêtements de sol. Et souvent aussi, on se rend compte que quand on veut refaire une salle de bain, ça a des conséquences sur le réseau de plomberie et le réseau électrique. Donc il faut savoir où se situe le tableau électrique, où se situent les différents tuyaux d'alimentation et d'évacuation en eau. Et ça peut avoir une incidence sur un faux plafond, sur d'autres pièces de la maison, alors qu'au départ, vous étiez concentré uniquement sur la salle de bain. Et d'un point de vue énergétique, c'est beaucoup plus efficient d'avoir une approche globale en termes de rénovation parce qu'on va pouvoir notamment gérer les ponts thermiques, gérer les interfaces entre les isolants de la toiture et des murs et améliorer ainsi la performance énergétique du bâti. Une image que je peux vous donner, c'est par exemple quand vous vous lancez dans une randonnée en montagne, vous préparez vos affaires pour cette randonnée, vous avez besoin d'un vêtement qui est à la fois chaud pour vous protéger du froid, qui résiste aussi au vent, qui résiste aussi à la pluie, mais qui permet aussi d'évacuer la transpiration, donc l'humidité générée par votre corps. Donc en prenant en compte ces différents critères, vous allez opter pour un vêtement qui est adapté à la gestion de ces différents critères
plutôt que se dire: «Ah bah, je vais en montagne, il va faire froid, donc je prends, une grosse doudoune ou un gros pull et ça ira très bien». En fait, voilà, il faut essayer d'élargir un petit peu le spectre de réflexion pour, prendre en compte tous les paramètres et trouver le meilleur compromis pour répondre à ces différents paramètres en une fois. La règle numéro 6, c'est bien s'entourer. Donc ça, c'est valable pour tous les projets. Vous avez tous en tête ces images de navigateurs en solitaire qui font le tour du monde sur leur bateau. En réalité, ils ne sont pas tout seuls à mener ce projet, ils sont bien entourés. Ils ont une personne spécialiste de la météo, ils ont une personne spécialiste de la nutrition, de la récupération, du sommeil, une personne qui s'occupe des éléments techniques du bateau, de la meilleure route à suivre, etc. Donc dans un projet de rénovation, c'est pareil. Le succès de ce projet, il est déterminé par les personnes qui vont pouvoir le réaliser. Réaliser tout seul un projet de rénovation, c'est très compliqué, alors que si on s'entoure des bonnes personnes, ça peut devenir une super expérience et être beaucoup plus efficient. Donc pour trouver les bonnes personnes, vous demandez d'abord autour de vous, donc dans votre réseau, dans votre famille. Vous pouvez aller dans des salons de l'habitat, vous pouvez aller visiter des chantiers dans votre quartier et demander quelles sont les entreprises qui interviennent. Vous pouvez également contacter les associations locales qui travaillent sur le sujet de l'habitat. Et dans une relation comme un projet de rénovation, dans le choix de l'entourage, ce qui est important, c'est évidemment les compétences techniques qui sont attendues, mais aussi l'aspect humain, parce que vous allez être embarqué avec cette personne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et il y aura des décisions à prendre, il y aura beaucoup de communication, et donc c'est important d'avoir un bon feeling avec la personne pour que les choses se passent le mieux possible. La règle numéro 7, c'est prévenir plutôt que guérir. Là aussi, c'est valable dans plein de domaines de la vie, notamment aussi en randonnée. Quand on part dans une expédition montagne, on s'assure d'avoir une carte pour se retrouver, d'avoir de l'eau, d'avoir de quoi manger, des vêtements chauds, etc. Dans un projet de rénovation, les sujets à anticiper, c'est de contacter son assurance habitation, de contracter un contrat d'assurance dommage-ouvrage pour assurer les travaux en cas de pépin, de s'assurer que les entreprises qui travaillent sur votre projet ont une assurance décennale également pour prendre en charge les travaux en cas de sinistre à la suite de la réalisation des travaux. C'est important aussi de prévenir d'éventuels problèmes en faisant venir un huissier sur le site avant le début des travaux pour qu'il réalise un constat, notamment un constat des mitoyennetés, pour voir quel est l'état des mitoyennetés avant le démarrage des travaux, pour éviter que quelqu'un vous reproche pendant les travaux ou après les travaux et vous dise que les travaux ont dégradé telle ou telle partie de la maison du voisin, par exemple. Et le dernier point, c'est de vérifier aussi les certifications et les qualifications professionnelles des entreprises qui vont travailler chez vous. Un plombier ou une personne qui travaille avec des panneaux solaires doit être certifié et qualifié pour ces prestations spécifiquement. Et donc il y a toutes les qualifications du bâtiment qui existent à ce sujet en fonction des différents lots de travaux. Et vous devez les demander, vous assurer que ces entreprises les ont, et généralement c'est indiqué sur les devis. La règle numéro 8, c'est de comparer les propositions. Donc quand vous faites appel à une entreprise pour un devis, moi je vous conseille de solliciter 2, 3, voire 4 entreprises différentes pour les mêmes travaux, pour pouvoir comparer les propositions, d'une part sur le prix évidemment, mais aussi sur les prestations qu'elles vont proposer par rapport aux travaux qui sont prévus. Souvent les artisans ont des bonnes idées à vous proposer pendant la visite pour le devis, pour optimiser les travaux. Donc plus vous ferez venir de monde, plus vous aurez une vision large et cohérente de ce qui peut être fait pour vos propres travaux. La règle numéro 9, c'est anticiper. Il faut toujours prendre de la marge sur votre planning pour anticiper des aléas, des imprévus. Ça peut être la météo, l'hiver quand il pleut trop, quand il fait trop froid. Il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas travailler sur une toiture par exemple, où on ne peut pas faire sécher des enduits quand il fait trop humide également. Donc il y a plein de paramètres extérieurs qui peuvent arriver. Il peut y avoir
des problématiques de logistique, de livraison des matériaux, des ouvriers, du personnel qui est malade ou qui part en congé et du coup ça peut décaler aussi certains plannings. Donc toujours prendre de la marge sur votre planning. Moi je prévois une semaine de marge par mois de travaux en plus pour gérer ces aléas. Anticiper, c'est aussi se renseigner sur les démarches à mettre en place en cas de litige. Si malheureusement vous avez un litige pendant le chantier, il y a différentes procédures à mettre en place pour gérer le litige. D'abord, c'est de contacter l'entreprise directement par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, vous pouvez éventuellement réaliser une démarche de négociation à l'amiable avec un conciliateur de justice. Il faut aussi solliciter un huissier pour constater un abandon de chantier, par exemple. Votre assurance dommage-ouvrage également, en cas de problème, ou votre assurance habitation. Et enfin, vous pouvez également mettre en place une procédure judiciaire avec un avocat spécialisé dans la construction pour vous accompagner dans cette procédure. Donc vous l'avez compris, votre objectif c'est d'anticiper d'éventuels problèmes. C'est comme un GPS qui vous donne un itinéraire pour aller à destination. S'il y a un accident sur la route ou s'il y a une route qui est fermée, il vous propose des itinéraires alternatifs pour arriver à bon port sans perdre trop de temps. Et dans un projet de rénovation, c'est pareil. Plus vous anticipez les étapes à venir, plus finalement vous allez gagner du temps par la suite. Et la 10e et dernière règle, c'est d'être acteur ou actrice de votre projet. Un projet de rénovation, c'est une aventure humaine où il y a beaucoup de personnes impliquées. Vous qui êtes le maître d'ouvrage, mais également toutes les personnes qui vous accompagnent. Et plus vous serez investi dans le projet, plus le projet se passera bien. Donc je vous invite à être régulièrement sur le chantier pour faire le point avec les entreprises, donc plusieurs fois par semaine pour voir comment ça évolue, pour répondre à leurs questions, pour vérifier que ce qui est fait correspond bien au devis que vous avez signé, dans le choix des matériaux, dans les couleurs, etc. Je vous invite aussi à être à l'écoute des acteurs du projet, c'est aussi essentiel pour anticiper leurs besoins ou subvenir à leurs besoins. Les entreprises ont besoin d'avoir certaines validations en amont pour pouvoir travailler, pour pouvoir passer des commandes. Donc plus vous aurez une relation proche avec les entreprises, meilleure sera normalement la réalisation des travaux et le succès du chantier. Et être acteur ou actrice de son projet, c'est aussi célébrer les étapes au fur et à mesure pour vous féliciter du chemin parcouru et avancer comme ça avec optimisme vers la suite. Donc il faut bien comprendre qu'en tant que porteur de projet, vous êtes le chef d'orchestre de cette équipe de projet. Donc c'est à vous aussi de guider, de mener le rythme pour que le projet avance du mieux possible en donnant le ton et en motivant les parties prenantes et en étant à l'écoute pour que tout avance dans le bon ordre. Donc voilà pour ces 10 règles essentielles que je vous invite à suivre lorsque vous vous lancez dans un projet de rénovation. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer sous format PDF ces 10 règles dans un document synthétique en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous. Vous entrez votre email et je vous envoie tout de suite le document de synthèse. Je vous souhaite une bonne continuation sur vos projets et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la case Robinson.